Aujourd'hui, nous avons une pensée spéciale à tous ceux qui nous suivent depuis la diaspora, donc tous ces Burkinabés qui nous suivent depuis l'extérieur. Et nous vous dédions l'émission de ce jour. Vous êtes nombreux à nous écrire, à laisser des commentaires sur la page Facebook de Savane TV, notamment Bonjour le Faso. Nous pensons à ceux qui nous suivent depuis le Mali, depuis la Côte d'Ivoire, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis tous les pays où se trouvent donc les Burkinabés. Alors bonjour à vous et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso sur Savane TV. Ravi d'être avec vous à nouveau pour partager de la découverte. Concernant cette découverte, nous sommes installés cette semaine à Tébélé pour vous faire découvrir la cour royale de Tébélé. Et aujourd'hui, vous allez avoir une explication encore du contenu de cette cour royale avec un des responsables de ce palais. Alors aujourd'hui, pour la revue de presse, nous serons avec Adèle Semporé qui va partager les informations avec nous. Nos invités du jour nous parlent de démocratie participative. Qu'est-ce que on appelle démocratie participative? Nous en saurons plus avec notre invité ou nos invités donc sur ce plateau. Nous recevrons monsieur Bognini Lucien qui est le président donc de l'association En avant pour la démocratie participative qui sera là donc pour partager avec nous des informations sur leur structure. Et dans la rubrique Un œil sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo, nous aborderons un thème comme tous les jours, les enfants face à cette période d'harmattan. Quelles précautions pour ces enfants? Quelles précautions on doit prendre pour protéger les enfants de ce vent de l'harmattan? Vous aurez des conseils avec Serge Youssef Ouedraogo. Alors on s'installe confortablement et direction Naouri, direction surtout pour découvrir la cour royale de Tébélé. Cette semaine, nous sommes installés confortablement au niveau de la cour royale de Tébélé pour la rubrique à la découverte 2. Alors, la cour royale de Tébélé est située à quelques kilomètres environ au sud de la ville de Pau. Elle a été inscrite sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. La cour royale de Tébélé est un ensemble formé d'une basse-cour et des maisons d'habitation. La cour royale de Tébélé d'environ 1,2 hectares abrite environ 300 personnes. Et aujourd'hui, je vous invite à suivre le témoignage d'un des responsables justement de la visite au niveau de la cour royale de Tébélé. Il s'agit de monsieur Akouabou Adoué Richard. Je vous invite à l'écouter au micro de Fatih Sankara. Et là, c'est le palais royal de Tébélé, habité par plus de 300 personnes qui y habitent là-dedans. Avec ces belles images que nous avions héritées de nos aïeux-parents. Nous continuons aussi de le pérenniser à travers nos jeunes filles ou encore nos jeunes femmes qui sont dans la cour et dans les environnants. Le palais, il y a des notables qui sont devant le palais, et puisque Tébélé comprend 67 petits villages. Et dans tous ces 67 petits villages, chaque chef reconnaît sa pierre dont il doit s'asseoir, il doit s'installer, si toutefois Sa Majesté convoque une rencontre devant le palais. Voilà. Donc les notables sont choisis ou encore eux, ils sont destinés à siéger devant le palais. Vous verrez sous l'arbre là, les pierres qui étaient sous l'arbre là, ça c'est réservé uniquement au prince de la cour royale du Tébélé. Oui, il y a le palais de justice juste à l'entrée. Voilà, bien avant que l'administration n'arrive, c'est-à-dire la gendarmerie, la police et autres là, si toutefois on arrêtait les délinquants, c'est là-bas on les gisait. À côté du tas d'immondices, vous verrez un petit bois juste à côté là. C'est là on les attachait là-bas en attendant le jour de procès. Donc le jour de procès, ils sont destinés à être gisés dans ce palais de justice là. Ok, à quoi aujourd'hui, est-ce que ce palais a encore... Bien sûr que ce palais continue toujours de juger des délinquants, puisque c'est ceux qui ne reconnaissent toujours pas la tradition ou encore la coutume. Sinon, nos vieux qui sont dans les villages environnants ou encore dans les environnants, là, ils savent l'importance des chefs traditionnels. Donc si toutefois il y a un problème à quelque part là, ces vieux-là arrivent à ramener ici ce problème-là pour que ça puisse être résolu. D'autres arrivent à aller poser plainte au niveau de la gendarmerie ou encore de la police, mais les vieux qui sont dans ces familles-là, repartent là-bas, retrancher ou encore retirer leur plainte là et revenir au palais ici pour que ça puisse traiter. C'est à cause des peintures murales là que les gens viennent visiter.
Et nous, on est né trouver ça, nos parents sont nés trouver ça. Et donc, ils nous ont enseigné, ils nous ont montré comment est-ce que ça se fait et pourquoi nous ne devrons pas quand même la laisser tomber. C'est pourquoi nous aussi, c'est de notre devoir afin de le pérenniser. C'est pourquoi chaque année, nous essayons d'organiser des séances de formation et de sensibilisation afin de pouvoir initier nos jeunes filles. Ils sont là dans les différents établissements là afin de pouvoir acquérir de ces peintures-là pour ne quand même pas laisser tomber un jour. Depuis 2014 jusqu'à nos jours, vu l'insécurité que sévit le pays, et la Covid aussi que sévit le pays, surtout a considérablement baissé. Bien avant 2014, là, on pouvait compter des milliers de touristes qui venaient. Des milliers de touristes qui venaient. Mais depuis 2014 jusqu'à nos jours, là, particulièrement de 2019 jusqu'à aujourd'hui, par an, si nous gagnons 100 même, c'est trop. Voilà, donc pour quand même quelqu'un qui aimerait visiter Tiebélé, ou encore qui n'a jamais entendu parler de Tiebélé, comme le monde a changé, ça évolue, avec les réseaux sociaux, les gens passent par là-bas pour connaître ou encore pour avoir un peu l'histoire de Tiebélé. Une fois, il a cette histoire-là, la personne se déplace ou encore se renseigne de comment il peut arriver à Tiebélé. À l'instant, vous écoutiez le témoignage de Monsieur Akwabou Adaoué Richard. Il faut rappeler qu'il est un des responsables de la visite au niveau de la cour royale de Tiebélé. Et nous disons merci donc à ce monsieur pour le témoignage. Il a dit depuis quelque temps, avec l'insécurité, avec la crise sanitaire, avec les difficultés que rencontre le Burkina Faso, les visites et les visiteurs se font rares parce que la cour royale de Tiebélé est en elle-même un site touristique en même temps. Beaucoup de visites à l'époque, mais aujourd'hui, les visites se font rares. On va dire tout simplement au Burkinabé de prendre le relais. On a tendance à attendre toujours que les étrangers viennent visiter nos sites pour nous. Pourtant, ça doit commencer par nous-mêmes. C'est nous qui devrons commencer à valoriser les sites par les visites, par les découvertes, par nos écrits et surtout donc par la découverte tout simplement. Et c'est ce que nous faisons ici à l'émission Bonjour de façon. Vous amenez toujours à la découverte d'un site, que ce soit une ethnie, que ce soit une province, une région, en tout cas une particularité du Burkina Faso. Nous vous faisons découvrir cela à travers la rubrique à la découverte d'eux. Alors, nous sommes à Tiebélé, donc avant de recevoir Adèle, on va marquer une petite pause musicale. Et bien sûr, c'est avec un ressortissant de Tiebélé, un ressortissant de Pau. Pour la suite, nous allons nous informer et c'est à travers la revue de presse. Revue de presse présentée aujourd'hui par Adèle Saint-Poré que nous retrouvons. Bonjour Adèle. Bonjour Abzeta, bonjour à tous les téléspectateurs. Ravi de te retrouver pour cette Également. nouvelle année. Oui, également. Hein, la première émission ensemble pour 2022. Oui, pour 2022. Alors, permets-moi de souhaiter bonne et heureuse année à tes téléspectateurs. Merci. Que Dieu exauce nos prières. Amen. Pour la plupart, c'est bien sûr la paix et la sécurité pour le Burkina Faso. Et donc, que Dieu vraiment ramène la paix, la quiétude pour notre pays et que nous puissions avoir des bénédictions pour nos familles et pour nos entreprises. Amen. Merci bien Adèle, tu es sublime. Merci. Alors, pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous débutons par quel journal? Eh bien, aujourd'hui, c'est Aujourd'hui au Faso qui nous accueille. Et pour découvrir donc les titres de ce journal, Aujourd'hui au Faso nous parle de plusieurs sujets. À la une, Alidou Ouedraogo, président de la CODEL, nous tenons à ce que les élections municipales se tiennent en 2022. Lassina Zerbo, Premier ministre, j'appelle tous les Burkinabés à rester confiants en 2022. Dans la rubrique News du jour, bientôt un congrès de l'aile historique du CDP. Aujourd'hui, au Faso, se pose la question. 6,7% de croissance aux 2 derniers trimestres 2021 dans l'UEMOA. La FIF fait donc appel de la suspension de Sylvain Bouo. Digel, Seitenga, Yataku, Gomboro, Tiebata, une centaine de terroristes neutralisés par les FDS. Transition au Mali et en Guinée, des couacs se font jour de la nécessité d'organiser FISA des élections. Démission du Premier ministre Abdallah Hamdok au Soudan, que c'était trop beau pour être vrai.
Voyons la une du journal Le Quotidien. Commémoration du soulèvement populaire du 3 janvier 1966. On a l'impression que les dirigeants n'ont jamais tiré de leçons. Propos de Richard Tiendré-Beogo. Vœux des Burkinabés et message du président du Faso. Notre pays est en guerre et nous devrions nous mettre en posture de guerre. Selon un citoyen, un autre souligne, je suis convaincu que le terrorisme sera vaincu, que les autorités évoluent de la parole aux actes en apportant des solutions réelles aux multiples problèmes qui assaillent notre pays, selon un autre Burkinabé. Et puis, je suis contre ce type de discours qui n'a rien de républicain et qui n'a aucun contenu politique, un autre citoyen. Boubacar Sano à propos de la crise au sein du CDP. Le principe de gouvernance au sein du parti, c'est la soumission de la minorité à la majorité. Nous sommes à présent avec le pays Nouvel An, ce qu'il souhaite de meilleur pour le Burkina Faso, avec à la une quelques photos de quelques personnalités politiques. Code de travail, l'UAS déplore la lenteur dans la finalisation de la relecture de la loi 028. Appel au report des municipales, la CODEL s'y oppose. Affaire vente d'hélicoptères au profit de l'armée, un Yves Milogo peut en cacher bien d'autres. Actu Foot, c'est une rubrique du journal Le Pays. Préparation CAN 2021, perturbation par une affaire de prime. Le Gabon étrillé par le Burkina Faso. Autre titre à la une du journal Le Pays, Olé Alain Kam, député UPC à propos de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement doit passer à l'offensive. Révélation, c'est une rubrique. Lutte contre le banditisme, 2 individus évadés de prison et activement recherchés. Voyons la une de l'Observateur Palga. Leur vœu pour 2022, l'Obs met à sa une aujourd'hui la carte du Burkina Faso, comme vous pouvez le voir, avec tout autour des personnalités et puis des photos avec une croix rouge pour dire non et plus jamais ça. C'est notamment des groupes armés, des corps habillés avec le drapeau national et des personnes qui se déplacent. Crise au CDP, Edi avait été choisi en 2015 parce qu'il avait la surface financière, propos de Achille Tapsoba. Réveillon de la Saint-Sylvestre, d'une visite à l'autre. Lutte contre l'insécurité, 29 terroristes neutralisés à Gomboro, une dizaine à Thiébata. Procès Thomas Sankara, les débats reprennent ce matin à Ouaga 2000 donc. Voyons à présent la une du journal Le Curieux d'Afrique. C'est un bimensuel panafricain d'information générale et d'enquête paraissant au Burkina Faso. C'est un journal de révélation également. Eh bien, pour ce numéro 95 du journal Le Curieux d'Afrique, au revoir 2021, année de deuil, c'est la lettre de l'éditeur. Une curiosité, une personnalité, votre nouvelle rubrique, Albert Bamogo, bourgmestre bulldozer de l'arrondissement 9. Les citoyens sont les juges de notre bilan de Zambélé à Gomponsom. Voici ce que ses parents pensent de lui. Eh bien, c'est un dossier sur Albert Bamogo que nous propose le journal Le Curieux d'Afrique. Yoro, notre personnalité de l'année 2020, tombée sur le champ de bataille. Et puis, donc, d'autres informations à lire dans le contenu du journal Curieux d'Afrique. Et c'est tout ce qu'on retient pour la lecture des différentes unes. Merci à toi, Adèle. Et retour sur quelques sujets. Pour commencer, nous parlons de la neutralisation de plusieurs terroristes.
Eh bien, il s'agit là d'un communiqué de l'état-major qui est sorti en même temps avec un communiqué sur le bilan hebdomadaire des actions menées par donc l'armée au cours de la semaine écoulée. Le premier communiqué de l'état-major parle de pratiquement d'une trentaine de terroristes neutralisés, parce qu'on parle de 29 terroristes neutralisés le 1er janvier 2022 lors d'une attaque. Ce sont des individus armés non identifiés qui ont attaqué donc des unités des forces de défense et de sécurité à Gomboro, c'est dans le Sourou, dans la boucle du Mouhoun. Et la riposte et l'offensive des forces armées nationales ont permis donc de neutraliser 29 terroristes et de récupérer un important lot de matériel. On parle d'armement, de matériel roulant, de moyens de communication qui ont été donc saisis par les forces de défense et de sécurité. Dans ce même communiqué, l'état-major fait état de 11 blessés. Du côté des rangs des forces de défense et de sécurité, on parle notamment de 11 blessés. Ça, c'est le premier communiqué de l'état-major. Le deuxième communiqué, c'est le point hebdomadaire des opérations menées par les FDS sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et là, on apprend que plusieurs terroristes ont été neutralisés, une centaine selon aujourd'hui au Faso, qui a fait un point cumul donc des différentes offensives menées par les forces armées nationales. Alors, selon le point, premièrement, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés parce que des forces de défense et de sécurité qui ont mené une action conjointe avec les forces Barkhane ont intercepté donc des colonnes de terroristes. Et l'attaque, ou sinon les actions ont permis de neutraliser la vingtaine de terroristes. C'est dans le Sahel. On apprend également que lors de cette offensive-là, de l'armement a été récupéré. Les forces armées ont récupéré donc du matériel roulant, du matériel de communication. Et toujours dans le Sahel, une opération de ratissage a été menée par les forces armées. Et là, c'est à Yatakou, toujours dans le Sahel. Là également, on a récupéré de l'armement, des munitions, du matériel roulant, du matériel de communication. Et à Gomboro, j'en ai parlé. Là, c'était une trentaine de terroristes selon l'état-major et le bilan actualisé selon le communiqué fait dans le point hebdomadaire. On parle maintenant de 13 blessés du côté des forces armées. Et une base de terroristes a été démantelée dans les cascades, précisément à Thiébata. Là également, une dizaine de terroristes neutralisés, du matériel récupéré. Et là, on parle de vivres également qui ont été donc saisis par les forces armées, du carburant saisi et puis des produits prohibés qui ont été donc saisis et d'autres matériels ont été donc détruits par les forces armées nationales. Là, je précise que toujours selon le communiqué de l'armée, l'offensive a été menée conjointement avec les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Voilà. Et le point également qui mentionne que l'armée a pu ravitailler Tankwalo dans la région de l'Est, ravitailler les populations en vivres, en carburant. Et ça a été donc mené conjointement avec d'autres parties qui sont donc des civils qui ont facilité les choses sur le terrain de l'armée. Donc voici le point global que l'armée fait pour les opérations de la semaine dernière. Et donc, de façon résumée, aujourd'hui, au Faso parle d'une centaine de terroristes pour faire le cumul de tous ces hommes armés qui ont été neutralisés par l'armée burkinabé. Je dirais que c'est une bonne nouvelle, un bon début si l'année 2022 débute avec des victoires du côté des forces armées nationales. On ne peut qu'applaudir, parce que 2021 aurait été assez rude
avec les Burkinabés, beaucoup d'attaques terroristes, beaucoup de morts, beaucoup de personnes déplacées internes. Et donc pour l'année 2022 qui commence avec des offensives, qui commence avec des personnes armées non identifiées qui sont neutralisées de part et d'autre. Quand vous prenez le bilan, ce n'est pas seulement au Sahel que les actions ont été menées. Les cascades, on peut voir des actions des forces de défense. À l'est, on a pu voir également des actions qui ont été menées. Au nord, des actions ont été menées et on peut dire que des 4 coins du Burkina, des terroristes ont été neutralisés. On ne peut que féliciter et encourager nos forces armées nationales et puis donc prier Dieu que l'année 2022 continue en tout cas sur cette base de victoire pour les FDS et puis bien sûr pour les populations. Merci. Deuxième actualité, nous nous intéressons à la CODEL et à sa sortie. La CODEL qui est contre le report des municipales. La CODEL, c'est la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Alors, la CODEL a fait une sortie le 31 décembre dernier, le vendredi passé, pour une conférence de presse. Et au cours de cette rencontre avec la presse, la CODEL a souligné qu'elle n'était pas d'accord qu'on reporte les élections municipales de 2022. Alors la CODEL a expliqué qu'il n'y a pas de raison que pour cette année 2022, les municipales ne se tiennent pas. C'est vrai que selon la CODEL, la situation sécuritaire ne permet pas qu'on atteigne plusieurs localités. Il y a plusieurs localités, des zones qui sont inaccessibles. Et donc la CODEL reconnaît cela. Mais pour Alidou Ouedraogo, refuser de tenir les élections municipales en 2022, c'est empiéter sur la démocratie, c'est empiéter sur le processus démocratique au Burkina Faso. Il a expliqué que le Burkina est un état de droit et c'est normal qu'on tienne des élections municipales à partir du moment où on a pu faire la présidentielle, à partir du moment où on a pu faire les législatives. Donc c'était une conférence de presse pour vraiment dire son désaccord face au report des élections municipales. On sait qu'il y a quelques jours, l'Assemblée nationale avait tenu une session pour justement sur les élections municipales à venir de 2022, les élections qui sont prévues pour mai et qui pourraient ne pas se tenir dans plusieurs localités. Et dans ces localités qui sont présentées comme inaccessibles, l'Assemblée nationale a prévu un scénario qu'on tienne des délégations spéciales dans ces localités-là. Et pour les autres communes qui pourront abriter donc le scrutin, les élections municipales pourront se tenir. Mais ce n'est pas le langage que prône la CODEL parce que même dans les localités où l'insécurité règne, on devrait pouvoir tenir les élections. Je me demande bien si c'est réaliste parce que même pour la présidentielle, il y a des zones qui n'ont pas pu voter. Voilà, il y a des communes qui n'ont pas pu donc voter pour la législative, pour les législatives et puis pour la présidentielle parce qu'il y a des zones qui sont marquées rouges. Les équipes de la CENI n'ont pas pu faire l'enrôlement biométrique et même au-delà, les équipes de la CENI n'ont pas pu s'installer pour permettre aux citoyens de voter. Donc je me demande maintenant quel est le scénario que la CODEL propose pour qu'on puisse tenir les élections dans ces communes-là. La CODEL qui parle effectivement de plus de 200 communes, parce qu'on parle de 279 communes qui abritent des personnes déplacées internes. Alors la question c'est comment on pourrait faire avec les équipes de la CENI, avec même les candidats. Il y a des candidats qui n'osent même pas traverser certaines zones pour battre campagne. On l'a vu lors de la présidentielle et même lors des législatives, puisque c'était un scrutin doublé. C'était difficile pour les candidats, c'était difficile pour les différentes équipes de se mobiliser dans ces zones. Donc moi, je me demande comment la CODEL veut qu'on tienne des élections municipales dans ce contexte-là. Et puis, forcer à tenir ces élections, c'est parce qu'il y a des populations qui vont voter, qu'il y aura des équipes sur place pour ouvrir des bureaux. Mais si les citoyens sont déplacés, s'il n'y a personne dans ces localités, comment on va faire? C'est comme si en même temps, on ne se souciait pas de la situation
de ces personnes déplacées internes. C'est comme si la priorité, c'était de tenir coûte que coûte des élections. C'est ce que dit la CODEL, parce que selon le président Alidou Ouedraogo, quand on est en démocratie, on se donne les moyens de tenir, tout ce qu'il faut en démocratie. Mais est-ce que c'est toujours possible? C'est la question que moi je me pose. Comme on le dit, hein, c'est le terrain qui commande la manœuvre. C'est le terrain qui commande la manœuvre. Et c'est comme si, comme je l'ai dit, on ne pensait pas que la priorité, c'est autre chose. On a des populations qui ont faim, qui sont menacées par les armes, qui sont menacées par des individus non identifiés, des individus armés. Et donc, comment ces personnes-là peuvent avoir l'esprit à des élections? Leur première priorité, c'est d'abord avoir à manger. On a vu plusieurs localités, des populations qui peinent même à avoir de quoi manger. C'est la faim. C'est l'insécurité. Et donc, venir parler d'élections à ces populations-là, je me demande comment elles vont accueillir cela. Bon, en tout cas, c'est pas simple. On attend de voir. Pas du tout facile. Et bon, c'est une proposition. Bon, si la CODEL dit qu'elle n'est pas du tout d'accord qu'on ne tienne pas les élections municipales, en tout cas, il appartient à la classe politique d'en décider. L'Assemblée nationale a fait des propositions. Voilà, donc la classe politique également se prononcera. Pour terminer, nous parlons de ces individus recherchés par la sécurité. C'est un communiqué donc des services de sécurité pour des individus qui se seraient évadés de prison. Il s'agit de 2 individus. Le premier, c'est Nyamba Amirou. Il est né le 1er janvier 1996 à Kossé, à Gassan. Il est de teint noir, il est de corpulence moyenne et il a 1,71 m. Le second, c'est Nyampa Daouda, né le 23 novembre 1990 à Kossé, toujours à Gassan. Lui également de teint noir, de corpulence moyenne et qui a 1,70 m. Alors, selon le communiqué des services de sécurité, ces 2 individus-là sont impliqués dans une affaire de vol de bétail à Kossé, dans leur localité à Gassan. Et ils étaient donc en garde à vue dans les locaux donc, du commissariat de Yé. Et c'est au cours de l'enquête là qu'ils se sont donc évadés. Et donc les services demandent aux populations qui pourraient aider à les retrouver de contacter le 10-10 ou le 17. D'accord. Donc, avis à toute personne qui pourrait donc aider à retrouver ces évadés de prison. Vivement qu'on les retrouve. Oui, vivement qu'on les retrouve, parce que Dieu seul sait ce qui peut suivre. C'est ça. Merci à toi, Adèle, pour ces analyses. Merci à toi et très belle journée à toutes et à tous. Retour sur ce plateau et nous passons à la rubrique Invité du jour. Aujourd'hui, dans la rubrique Invité du jour, nous parlons de démocratie participative avec Monsieur Bognini Lucien. Il est le président de l'association En avant pour la démocratie participative. Bonjour à vous, Monsieur Bognini. Bonjour, madame. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné d'une association collaboratrice, d'une association sœur. Il s'agit donc de l'association Nontaba et nous recevons Monsieur Romali Bouddha, trésorier principal de l'association Nontaba. Bonjour Monsieur Bouddha. Madame. Merci à tous les deux d'être là. Merci. Avant donc de parler de votre collaboration, il faut dire que c'est une nouvelle année qui débute pour 2022. Quels sont vos vœux les plus chers pour le Burkina? Ok, merci madame. Merci encore pour cette invitation. Il faut dire que pour cette nouvelle année qui débute, nous, ce que nous tenons à présenter à l'ensemble des Burkinabés, c'est beaucoup plus une solution pour la situation à laquelle nous vivons. Parce que nous voyons que le pays est vraiment attaqué. Dans presque l'intégrité du pays n'appartient plus à l'ensemble au Burkinabé. Donc, notre grand souhait, c'est de trouver une solution la plus rapide, voilà, dans la collaboration. Merci. Une solution la plus rapide dans la collaboration. Et c'est avec certainement votre idée, vous avez lancé donc l'association En avant pour la démocratie participative. Dites-nous, qu'est-ce que ça signifie? Ok, merci.
L'association En avant pour la démocratie participative a été créée le 7 avril 2021. Il faut dire que c'est la date de réception de notre récépissé. C'est une association qui vient combler après une certaine analyse de la situation nationale. Comme ce que nous avons dit, nous avons eu à faire notre première conférence de presse le samedi 18 décembre 2021, où nous avons eu à présenter l'association. Donc c'est dans ce sens vraiment que nous sommes également là pour la suite de nos activités. Et quels sont les objectifs et les missions de cette association En avant pour la démocratie participative? Ok, merci. L'objectif principal, c'est la promotion de la démocratie participative pour le Burkina Faso. Donc, en ce sens, nous voulons vraiment une démocratie qui prend en compte l'ensemble des avis divergents du pays, que ce soit de l'intérieur, depuis les villages, les campagnes, jusqu'à nos villes. C'est cette démocratie que nous voulons vraiment implémenter au sein du Burkina Faso. Et quand on parle de démocratie participative, comment on doit comprendre quand vous parlez de démocratie participative? Qu'est-ce que ça signifie? Ok, merci bien. Il faut dire que l'association, la démocratie participative peut se résumer en 4 grands points. Premièrement, notre vision porte sur un pouvoir central. C'est-à-dire que le pouvoir central est équilibré entre toutes les composantes de la société. On peut dire, d'une part, nous avons les politiciens qui sont aujourd'hui aux commandes, que nous demandons que cette version-là puisse vraiment être plus participative. Donc c'est pourquoi nous voulons que les politiciens d'une part, les autres composants de la société d'autre part, puissent se mettre ensemble pour mettre un pouvoir central. Donc ce pouvoir central se résume en quelque sorte, on donne des quotas des députés aux politiciens et puis ensuite des quotas de députés aux différentes représentations qui vont venir par cotation. Et ça c'est une proposition concrète que vous avez? Exactement. Ça, c'est une proposition concrète pour le pouvoir central. Parce que nous trouvons que c'est le seul point, le seul pouvoir qui peut nous réunir ensemble. C'est-à-dire, on voit l'ensemble des constituants de ce pays-là est regroupé autour de ce pouvoir. C'est un pouvoir inclusif et communautaire. Il y a une inclusion communautaire. Donc, ces députés issus de ce pouvoir central-là peuvent mettre en place un premier ministre ou un président de mission qui gère le pays au jour le jour. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons le pouvoir local ou bien le pouvoir décentralisé. Donc nous voulons que les départements, les villages, les communes puissent aussi se gérer d'elles-mêmes. Nous prenons un exemple. Chaque village doit être géré par un comité autonome villageois, comité autonome communal, comité autonome départemental, provincial et régional. Donc ce sont cette organisation qui se regroupe autour des notabilités des différentes localités pour ensemble gérer cette localité. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, un point de l'administration. Nous voulons encore une administration beaucoup plus participative. De nos jours, nous voyons une administration qui est pensée depuis le haut. C'est-à-dire, c'est à partir des grandes villes qu'on pense tout ce que nous devons aller implémenter au sein des villages. Donc nous voulons que ce système change, on parte maintenant de la base vers le haut. Donc, l'administration doit fixer désormais les conditions de création de ces différents démembrements. Nous pouvons prendre un exemple. C'est le service d'élevage comme ça. Il donne les conditions. De un, il faut un certain nombre de bâtiments, il faut un certain nombre de moyens techniques, il faut un certain nombre d'ingénieurs, il faut un certain nombre de techniciens, il faut un certain nombre d'ouvriers. Et l'ensemble des villages-là essaie de mettre en place ces conditions. Une fois qu'ils réunissent ces conditions, et ce sont leurs enfants qui sont priorisés. En fonction de ça, ils mettent en place. Et l'administration vient constater l'effectivité de ces conditions et l'administration ouvre ces services-là pour ces localités. Donc, c'est en quelque sorte le développement à la base. Merci. Un développement participatif. Ok. Et quatrièmement, nous pouvons dire que c'est beaucoup plus les atouts. Quand nous regardons ce système, ça prône d'abord l'inclusion communautaire. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crainte, entre communautés. Parce que nous voyons bien que d'aucuns disent que non, cette communauté ne peut pas... quand tu es de ce bord-là, tu ne peux pas arriver au pouvoir. Quand tu es au bord, non. C'est pourquoi nous disons,
il faut une inclusion communautaire pour gérer ce pays. Voilà, ça doit être une inclusion communautaire. Quand on prend la représentation, le pouvoir central, qui va venir par cotation, si on prend toutes les notabilités, les coutumiers au sein des 13 régions, chacun a une représentation au sein de ce pouvoir central. Voilà. Et également, si on regarde, les politiciens sont également incluses. Donc, au lieu qu'ils gèrent ça de manière unique, dont nous avons les résultats aujourd'hui, parce que depuis l'indépendance de nos jours, c'est les politiciens qui ont géré le pays. Nous voyons là où le pays se trouve actuellement. Donc, c'est pourquoi nous disons il va falloir que... Et ces politiciens, d'ailleurs, s'accusent les uns les autres. Voilà. Donc, c'est pour éviter tout ça. De plus d'une façon, d'ailleurs, l'a reconnu dans sa dernière sortie. Il a dit que la crise actuelle résulte des crises politiques du Burkina Faso. Il a même fait un appel à l'union sacrée. Donc, c'est dans ce sens que notre vision porte pour cette union sacrée, vraiment. Alors, sur vos banderoles, concernant notamment votre conférence de presse que vous avez eu à faire, on pouvait lire les politiciens sont tous les mêmes, égales au problème. C'est ce qu'on pouvait lire au niveau de vos affiches, des banderoles lors de la conférence de presse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Merci. Il faut dire, c'est ce que je venais de dire exactement. Nous avons dit, un politicien, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine, c'est beaucoup plus l'intérêt de sa, on peut dire, l'intérêt un peu de son clan qui prime. Voilà, au début, il va venir, il va nous donner les bonnes gages, tout. Nous avons aujourd'hui des villages qui sont divisés. Je ne vais pas donner des exemples, mais aujourd'hui, il y a des villages dans lesquels, si vous rentrez, vous parlez de politique, les gars ne vont plus vous écouter. Voilà, les gens ne vont plus vous écouter. Donc, c'est pourquoi nous le disons. Et comme nous l'avons bientôt dit, c'est sitôt dit, le président Faso lui a reconnu que la crise actuelle découle des crises politiques que le Burkina Faso a eues. C'est pourquoi nous disons, quand on prend l'aspect politique, c'est toujours le même résultat. C'est-à-dire ils vont à la fin, c'est toujours leur propre intérêt. Ce n'est pas l'intérêt du peuple, c'est le début pour avoir, pour avoir l'assentiment du peuple. Mais une fois qu'ils ont ça, le reste maintenant, c'est leur intérêt jusqu'à la fin. Donc c'est pourquoi nous parlons que c'est égal au problème du pays. Revenons à M. Romali Bouda. Il faut rappeler que vous êtes le trésorier principal de l'association Non Tabac. C'est une association qui collabore avec l'association En Avant pour la démocratie participative dans justement l'atteinte de ces objectifs et dans surtout cette mission, notamment donc d'instaurer une démocratie participative. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous joindre à l'EDP pour cette cause? Ok, merci madame. Vraiment, nous sommes l'association des jeunes Non Tabac qui se sensibilisent les civisme. Nous sommes une association qui lutte contre le tabac. Nous aussi, on a eu entendu leurs idées. Et c'est pour cela qu'on est venu pour les apprécier. Parce que c'est une solution, c'est une bonne solution qu'ils ont trouvée pour le meilleur développement de notre pays. Okay. Par exemple, s'il y a une commune ou une quartier, par exemple, s'il y a un problème dans le quartier, bon, il y a des gens qui entendent appeler, on attend pour appeler le gouvernement, on attend monsieur le maire de venir nous aider. Mais, par exemple, si c'est la population qui se mobilise, qui va travailler ensemble, on ne va pas attendre le gouvernement, on ne va pas appeler monsieur le maire de venir nous aider à fermer ce trou. C'est nous, entre nous, qui va se renforcer et qui va travailler ensemble. Et chacun va sortir avec sa contribution pour qu'on ferme ce trou-là. Bon, par exemple, on peut dire qu'on a pris un chemin. Et sur le chemin, il y a un trou. Sur ce chemin aussi, nos parents ont tombé là-bas, nos grands-parents ont tombé là-bas. Nous ne devrons pas tomber sur ce trou-là. Il faut que chacun de nous, tous les Burkinabés, chacun donne son contribution. Quand on dit contribution, chacun donne son idée pour qu'on puisse fermer ce trou-là. Donc il faut commencer par trouver la solution à la base, au niveau de la population. Voilà, comme M. Boyini a déjà parlé, par exemple, quand on voit les politiciens qui seront comme des ennemis. Par exemple, c'est eux qui dirigent le pays. Et au commencement, au début, un peu exemple, d'ici nos anciens présidents, d'ici Moïse Yambégué jusqu'à nos 6e présidents, personne n'a pas pu
terminer son mandat. Donc, s'ils ont pu suspendre la Constitution, et s'il n'y a pas de parti politique, je pense que la population peut se mettre ensemble, à travailler avec une seule cœur. Mais si c'est bon, par exemple, je ne peux pas dire qu'il y a une commerçante qui va faire grève qui ne parle pas au marché, qu'il n'y a pas marché. Ok, mais on voit que des gens qui font les grèves tous les jours, un peu comme ça, mais je pense que c'est parce qu'ils comptent une seule président. Mais si c'est nous tous qui travaillons ensemble, non, on va travailler ensemble. Si tu laisses, c'est toi qui es fait. Mais si tu travailles, alors, M. Boigny, la démocratie participative, pour vous aussi, c'est faire avec la population et c'est inclure la population. Vous avez donné beaucoup d'exemples en déclinant vos 4 points. C'est faire de telle sorte que le développement commence par la base et que justement la population aussi puisse avoir des représentations dans les sphères de décision ou bien être même eux-mêmes les décideurs, tout simplement. Alors, mais M. Boigny, pour le moment, on n'est pas dans ce contexte-là d'abord. Mais à l'échelle individuelle, comment chaque personne, de là où il est, de là où elle est, du moins, ça peut contribuer à l'essor de la démocratie ou encore à faire rayonner la démocratie. Ok, merci beaucoup, madame. Comme venait de dire notre collaborateur, M. Romali, ici présent, voilà, il a parlé d'une contribution individuelle. Donc, c'est dans ce sens, quand nous regardons la situation du pays, vous voyez que les appels à l'union fusent de partout. Allez-y sur les réseaux sociaux, allez-y un peu partout. Et la dernière sortie du président du Faso, il a même reconnu qu'il va falloir une union sacrée. Il a dit que cette situation, il n'y a pas d'homme providentiel. On ne peut pas compter sur un homme pour résoudre ça. Il faut une union. Donc c'est pourquoi également, dans le sens que vous avez dit, nous, le jour de notre conférence de presse, le samedi 18 décembre passé, nous avons fait un appel solennel à l'ensemble du pays, à l'ensemble des Burkinabés, à s'unir pour résoudre cette situation. Donc cet appel se résume, je peux prendre cet appel, se résume en 3 points. Premièrement, nous demandons à ce que le président du Faso, eu de ses prérogatives incluses dans l'article 59 de la Constitution, pour suspendre cette Constitution, le temps de pacifier le pays et ensuite nous pouvons revenir à la situation normale. De suspendre la Constitution pour que le pays fonctionne à base de quoi? Quand on suspend, le pays a déjà beaucoup d'expérience de transition. Pendant toutes les transitions, les constitutions ont été suspendues. Voilà. Quand on suspend la Constitution, c'est-à-dire, en son temps, l'union est sacrée. Une union nationale, des Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur. Et nous demandons secondairement à ce qu'on mette en place des comités. Un comité national et puis 13 comités régionaux. Parce que la situation du pays, dans les différentes régions-là, ne peut pas avoir la même proposition de solution. Donc, chaque comité fait des propositions pour sa région. Et ensuite, le comité national fait une appréciation globale. Et ensuite, on va faire une implémentation de cette proposition-là. Et quel pourrait être le contenu des propositions des comités? Ou quel sera même le rôle de ces comités? Ok, ces comités sont autonomes et puis gèrent leur localité de manière définitive durant la suspension de la Constitution. Voilà, donc le comité national fait office en quelque sorte, c'est l'Union nationale de Burkinabé qui gère ce pays, le comité national. Donc c'est le comité national maintenant qui représente ce pays, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ensuite, il y a les comités régionaux. Les comités régionaux, quand chaque région est représentée par son comité, qui fait des propositions, qui unit l'ensemble des fils et filles de cette région pour faire des propositions. Voilà, donc ça c'est le deuxième point de notre appel. Le troisième point, nous faisons un appel à l'ensemble des Burkinabés, individuellement et collectivement, de s'allier à notre appel, notre présent appel, comme l'a fait notre association collaboratrice. Nous n'avons pas eu de difficultés. À partir du moment où on les a contactés pour qu'on puisse aller ensemble dans cette logique-là, elle est venue complètement à nous. Et il y a beaucoup d'autres associations qui sont avec nous.
comme elles ne sont pas présentes, comme au sein de l'omission ici, on ne pouvait pas envoyer un certain nombre de personnes. C'est pourquoi nous avons tenu juste à amener la première association qui nous est rejointe, voilà, et qui était avec nous-mêmes lors de la conférence de presse. Sinon, cet appel continue à être enregistré. Nous enregistrons beaucoup de collaboration d'autres associations pour cette union sacrée. Monsieur Bouini, dans le schéma que vous proposez pour le Burkina Faso et surtout instaurer la démocratie participative, est-ce que ça dit qu'on risque de se retrouver sans président, sans peut-être... Comment vous voyez en fait le schéma? Qui sera le président ou qui seront peut-être les députés, le gouvernement? Où est-ce que vous mettez tout ce beau monde? Ok, merci madame. Nous avons dit, le problème du Burkina Faso, le sérieux problème du Burkina Faso, c'est cette constitution. Il est même reconnu par beaucoup de personnes, des politologues. Je peux me donner des exemples ici. Voilà. Donc, si on suspend cette constitution, c'est cette constitution que nous incriminons, qui divise le pays, qui divise les enfants de ce pays-là en partis d'opposition, en partis majorité, et en OSC, en syndicat, voilà, c'est des différents groupes constitués qui se prennent comme des ennemis, et pourtant qui doivent s'unir pour travailler ensemble. Donc, une fois qu'on suspend la constitution, on n'a plus de syndicats, on n'a plus d'OSC, on n'a plus de partis au pouvoir, on n'a plus de partis d'opposition, on n'a que des Burkinabés, uniquement que des Burkinabés. Et ces Burkinabés-là trouveront la solution. Et c'est une des solutions que nous avons fait, une proposition. On met en place des comités, un comité national. En ce temps, le pouvoir actuel, le président du Faso, une fois que la constitution est suspendue, cet appel-là, l'ensemble des Burkinabés qui vont se réunir là, peuvent faire une décision, peuvent faire des appels, peuvent prendre des grandes décisions. Ou bien, on peut décider encore, voilà, que ce soit, ce soit des présidents du comité, c'est à l'ensemble du pays de décider. De toute façon, un comité national doit être mis en place. Donc, ce comité-là, c'est ce comité qui va gérer le pays pendant cette phase de transition. Et on va faire des propositions. Nous avons déjà, depuis que nous avons fait l'appel, beaucoup d'associations et beaucoup de groupes qui nous ont rejoints sont déjà venus et nous ont déjà fait des propositions. Nous n'allons pas détailler ici ces propositions qu'ils ont déjà faites. Des propositions mais très ça veut dire que dans votre schéma, ça veut dire que le président va tomber, le gouvernement va tomber, les députés, on n'aura plus en fait ces institutions. Ok. N'est-ce pas? Oui, exact. Okay. C'est exact. Ces institutions sont, on peut dire qu'on les met en berne en quelque sorte. On la met en berne le temps de pacifier ce pays. Nous avons dit l'article 59. Dans l'article 59, il est écrit que dans des conditions, dans un certain nombre de conditions dont on a cité, l'intégrité du pays n'appartient plus à l'ensemble de Burkinabé. Aujourd'hui, c'est le cas. Allez-y dans les différentes localités du pays. Est-ce que vous avez... Il n'y a plus l'administration. Là, il y a beaucoup de provinces aujourd'hui qui n'appartiennent plus à l'administration. Donc, la dernière fois, nous avons vu que la plus grande couverture administrative du pays, elle est à 52%. Et c'est là où se trouvent les commissariats. 52%. Et regardez, le reste là, ça appartient à qui? C'est comme si le reste ne nous appartient plus. Donc, dans la Constitution, dans l'article 59, il est écrit que tant que l'institution du pays, l'intégrité du pays est menacée, et tant que l'administration n'arrive plus à faire son travail, le président du Faso peut prendre des grandes décisions. Donc, à l'intérieur de ces grandes décisions, ils n'ont pas détaillé. Donc, nous profitons. Nous avons un accompagnement des juristes, de l'ensemble des techniciens qui nous ont dit qu'à travers ce canal-là, le président peut suspendre la Constitution et de mettre ensemble cette union. Voilà. Donc, nous demandons à ce que les Burkinabés puissent s'unir. Il va falloir que les Burkinabés puissent avoir cette audace, ce courage de forcer cette union. Forcer cette union pour l'ensemble du pays. Parce que il faut pas, nous disons toujours, quand vous regardez lors de notre conférence de presse ou bien dans d'autres affiches, nous avons dit, il faut faire attention. Évitons les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes au 4 janvier. Le 3 janvier nous rappelle une date mémorable. Cette date, le 3 janvier 1966, c'était quoi? C'était l'insurrection populaire. Je peux dire quoi? Le soulèvement populaire qui a emporté Maurice Yambégo. Qui a emporté Maurice Yambégo.
comme venait de dire notre collaborateur, depuis les indépendances au nos jours, aucun président n'a terminé son mandat ou son pouvoir. Maurice Yameoko, le 3 janvier passé, il y a eu un soulèvement populaire. Mais cette population n'a pas eu ce courage ou cette audace de se poser la question à savoir quelle a été la base réelle du non-réalisation de ce pouvoir. Pourquoi ce pouvoir, aujourd'hui, nous demandons à ce qu'ils partent. Ils ont juste demandé l'armée au pouvoir. C'est ça que nous disons, évitons cette erreur. Cette erreur-là, nous devons d'abord concevoir le système qui va maintenir l'ensemble des Burkinabés. C'est un problème du système. Nous ne devons plus compter sur des individus. Voilà, parce que nous avons nos cerveaux, nous avons vraiment cette tête aussi. Il y a des pays qui sont tranquilles aujourd'hui. Nous également, l'ensemble des Burkinabés, nous pouvons prendre cet exemple-là, réfléchir, voilà, avant d'éviter ce genre d'erreurs-là, tout simplement. Monsieur Boigné, est-ce que dans le cas où on applique votre proposition, c'est vraiment que ce soit la population qui, à la base, gère ces problèmes à la base, donc dans les communes notamment, et ensuite ont des représentants. Mais est-ce qu'on va pas se retrouver dans un pays où il n'y a pas de leader? Parce qu'on risque de ne pas se retrouver avec un président. C'est vraiment plusieurs personnes qui vont se mettre ensemble pour décider. Est-ce que s'il n'y a pas de leader après, le pays pourra fonctionner? Parce que si après, moi personnellement, je suis le président du comité du centre et vous, le président du comité de l'Ouest, et monsieur Bouddha, le président du comité de l'Est, par exemple, est-ce que, je vais me dire que je suis au même titre que vous, président de comité, et donc est-ce que vous pouvez prendre une décision et moi je vais accepter forcément? On risque de ne pas avoir quand même un leader qui sort du lot et qui peut donner le dernier mot. Est-ce que ça aussi, il n'y a pas de risque quelque part? Ok, merci madame. Nous, ce que nous avons dit, l'erreur de cette démocratie-là, c'est de vouloir des leaders. C'est de vouloir des leaders auxquels on veut s'identifier. Un leader, c'est quoi? Un leader, c'est quelqu'un qui amène les autres. Maintenant, le Burkina Faso, comme ce que nous avons dit là, depuis les indépendances de nos jours, tous les présidents qui sont passés, c'était de quoi? C'était des leaders. Mais à la fin, regardez comment ils ont tous terminé. Voilà, donc on ne peut pas faire confiance à l'individu. Voilà, on a amoureux, on aime dire Nissal Hawaii, Nissal Qatar pillé. Donc c'est pour dire que l'individu lui-même, là, on ne peut pas lui faire confiance. Donc nous disons, évitons les pouvoirs d'hommes forts. Regardez au sein dans le monde entier, là où il y a des hommes forts, il y aura toujours des creux de la vase dans ce pays-là. Le système que nous disons là, c'est pas un système qui est venu de nulle part. C'est un système qui est déjà implémenté dans des pays. Nous pouvons donner un exemple. Et ce pays vit de manière normale. Et je vous dis que c'est le seul pays au monde où vous allez partir, il n'y a pas de centre de médecine fixe. C'est le seul pays au monde où la ressource naturelle, toutes les ressources du pays est bien partagée de manière équilibrée. Voilà, nous pouvons donner le nom aujourd'hui, c'est la Suisse. Puis la Suisse. Allez-y sur le net, vous allez chercher, vous allez voir, le président de la Suisse, c'est qui? C'est un président qui ne fait que chaque année avec son président. Voilà, mais ce sont des leaders. Voilà, mais c'est l'ensemble des Suisses qui sont entendus à leur indépendance. Nous pouvons dire que la Suisse ressemble de point par point au Burkina Faso. La Suisse est une ancienne colonie de la France, comme le Burkina Faso. Mais à leur indépendance, les Suisses se sont assis. Il y avait le grand problème de la Suisse également, la Suisse était colonisée par plusieurs pays. Il y avait la France d'une part, il y avait l'Allemagne. La Suisse est partitionnée en ces différentes langues. Il y a la Suisse française, il y a l'allemand et puis je pense qu'il y a la Russie aussi. Donc, mais à leur indépendance, pour éviter ces problèmes de leader dont vous parlez, ils ont décidé de s'asseoir et d'unir leurs forces et de mettre en place ce système. Aujourd'hui, la Suisse vit le pays le plus épanoui en quelque sorte. Merci, nous tendons vers la fin de notre entretien. Je redonne la parole à M. Bouddha pour accompagner donc votre association sœur. Qu'est-ce que l'association Nongtaba compte faire? Ok, merci madame. Nous aussi nous comptons faire toujours à sensibiliser la population et surtout les civismes, surtout pour apprendre et pour que chacun puisse donner son contribution comme idée. D'accord. Voilà, comme idée pour le bien-être de notre patrie, le Burkina Faso.
C'est ça qui est un premier point pour notre association qui bat tous les jours. Monsieur Boyini, pour finir, c'est vrai que vous nous avez expliqué votre idée, votre vision de la démocratie participative, et vous trouvez que c'est urgent même de changer les choses, de basculer peut-être dans une transition, de suspendre la constitution du Burkina Faso actuellement pour surtout récupérer le territoire burkinabé parce que vous déplorez le fait qu'il y a l'insécurité aujourd'hui et puis beaucoup de zones du Burkina n'appartiennent plus donc au Burkinabé. Alors, une idée qu'on a comprise maintenant, comment vous comptez faire appliquer cette idée ou est-ce que vous avez déjà entrepris des actions pour faire connaître vos idées? C'est vrai que vous passez dans les médias déjà pour faire connaître à la population, mais est-ce que vis-à-vis de l'autorité, vous avez entrepris des démarches? Ok, merci beaucoup madame. Il faut dire que notre idée se partage à l'ensemble de Burkinabé. Donc, nous pouvons donner à peu près ici notre méthode de travail. Okay. Dans un premier temps, nous rencontrons l'ensemble des membres de ce pays-là. Nous avons rencontré des coutumiers. Nous sommes sur le terrain. Là, nous parcourons le Burkina Faso pour partager notre idéal avec les coutumiers, les religieux, les administratifs, les autorités civiles et militaires, toute autorité possible que nous pouvons, nous les rencontrons. Et nous avons fait le point le samedi passé, le 18 décembre 2021. Lors de notre conférence, nous avons fait ce point. Donc ce point, on peut le résumer encore, que nous avons totalement une pleine adhésion. On peut partitionner encore cette adhésion. Quand on prend les coutumiers que nous rencontrons, la population à la base que nous rencontrons, la population à la base n'a Dieu et n'a de rêve que l'application de ce système. Mais quand nous prenons les administratifs, eux, ils nous encouragent pour la démarche déjà. Parce que c'est rare de voir des idées de ce genre et encore, on vient vers tout le monde pour avoir leur assentiment. Voilà, et ce qui nous incite à toujours suivre ce qui est prévu par la loi pour l'adhésion totale. Voilà. Et également, dans notre démarche pour la mise en place de ce système, comme nous avons dit, nous avons fait un appel solennel à l'ensemble du pays. Dans cet appel, nous avons, avec les 3 points que j'ai évoqués un peu passés, donc actuellement, nous sommes en train d'avoir maintenant les adhésions des différentes associations. Voilà. Donc, ces adhésions, bientôt, nous allons faire une nouvelle conférence de presse avec l'ensemble de ces adhésions et nous allons faire encore le point. Et nous verront ensuite quelles seront les démarches pour cette application de notre système. Merci bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous recevions pour vous M. Lucien Boyini. Il est le président de l'association En Avant pour la démocratie participative. Également sur ce plateau, M. Romali Bouda, trésorier principal de l'association collaboratrice donc, de ce projet, de l'association collaboratrice de En Avant pour la démocratie participative. Et le nom de l'association, c'est Non-Taba. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner nos invités, je vous propose de déguster cette pause musicale. Et chaque mardi, vous le savez, vous avez droit à votre chronique Un nœud sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo. Virgule et on revient. Aujourd'hui, dans la chronique Un œil sur la société, nous parlons de l'harmattan. Quelles précautions prendre pour protéger surtout les enfants en ces périodes d'harmattan? C'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Karl Samba, bonjour et bienvenue. Bonjour Abzeta. Bonne et heureuse année à toi. À vous pareillement. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de santé surtout. Et que la sécurité revienne au pays, pour que les Karasamba puissent retrouver les classes pour pouvoir donner le savoir à beaucoup des enfants burkinabés. Amen. Merci bien. Tu es bien habillé, Youssef. Merci. Alors, Youssef, avant justement donc, de démarrer la phase commentaire, on va suivre l'élément. Okay. Il s'agit notamment donc, du VTR concernant le thème de ce jour. Quelques soucis justement avec cet élément, Youssef, on va certainement revenir sur ça. Mais on commence par parler notamment donc, de ce thème, l'harmattan. Oui.
C'est vraiment la période. Hein. Oui, c'est la période du rhume, de la toux, tout mélangé. Oui. Alors, déjà, qu'est-ce que l'harmattan? Déjà, il faut dire, quand on dit l'harmattan, bon, c'est déjà un vent particulièrement sec, froid et poussiéreux, et soufflant sur l'Afrique occidentale et la région du Sahara. Et quand on parle de l'harmattan, il faut dire qu'à partir du mois de janvier, il fait vraiment froid, froid, et comme nous le sentons aujourd'hui. Et quand vous croisez n'importe quelle personne dans la rue, il est bien couvert de pull vert, de chapeau, on ferme les narines, on ferme les oreilles, tout est fermé. Donc, ça veut dire qu'il fait froid. Voilà. Et puis, il y a la poussière aussi. Et quand vous prenez aussi différents voies, les gens sont comme après quelqu'un qui tout le monde a le coronavirus actuellement, hein, c'est gauche-droite. Donc, l'harmattan, c'est la période froid et vraiment qui fait souffrir, surtout nous autres là. Nous autres là, parce que Youssef est enrhumé depuis quelque temps. Bon, c'est vraiment la période. Et justement, en cette période, quelles sont les personnes notamment les plus exposées, les personnes sensibles? Les personnes sensibles ici, il faut dire déjà, tout le monde a peur de l'harmattan. Beaucoup disent que je n'ai pas peur du froid, mais ils ne savent pas qu'en bas, il y a des petites maladies. Mais les personnes réellement qu'on voit, ce sont des personnes âgées, les vieilles personnes et les enfants. Vous savez que les vieilles personnes, ils n'ont plus la force comme avant. Et les enfants aussi, ils sont fragiles. Voilà, et c'est des bébés, et même pas les bébés, même ceux qui ont 5-6 ans, ils sont fragiles. Il faut l'accompagnement d'une personne pour que ces enfants puissent se protéger. Donc, les enfants sont plus exposés que les autres. Les enfants sont plus exposés que les autres. Oui. Et tu as cité le cas aussi des vieilles personnes, donc les personnes âgées notamment, qui ont peur du froid. C'est vrai que pour la jeunesse, hein, certains disent même qu'ils ne vont pas mettre de pull vert, ils ne vont pas se laver avec l'eau chaude, parce que voilà, c'est la jeunesse. Oui. Il faut faire attention parce qu'il y a des petites maladies, comme tu l'as dit. Alors, parlant d'harmattan, est-ce qu'il y a des conséquences, il y a des répercussions sur la santé de l'homme? Oui, il y a des conséquences sur la santé de l'homme, surtout la santé de l'enfant, dans la mesure où, si vous ne vous protégez pas, vous avez des problèmes. Vous savez qu'aujourd'hui, nos mamans, souvent, se lèvent très tôt pour faire le ménage, et d'autres qui sont dans le commerce se lèvent très tôt, ils oublient souvent de protéger les enfants. Quand vous voyez une dame qui met son enfant au dos, il n'y a pas de chapeau, il n'y a pas de cache-nez, il n'y a pas de chaussettes, pas de qualité. Vous voyez que l'enfant est exposé, même les grandes personnes. Donc, il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies à cette période, en ce sens que si vous n'êtes pas protégé, il se voit que vous tombez malade. Voilà, et c'est ce que vous allez me demander. Je dis il y a beaucoup de maladies. Les maladies qu'on peut avoir ici déjà, il y a la grippe. Actuellement, tout le monde est grippé. Voilà, il y a la toux, il y a le rhume, il peut même avoir la pneumonie, il y a les méningites. Les gens croient qu'il y a des périodes, mais à cette période aussi, c'est des périodes favorables pour attraper ces maladies. Il y a beaucoup d'infections à cette période de l'harmattan. Il faut faire attention. Oui. Il faut faire attention, il y a beaucoup de maladies, mais bon, on parle, revenons quand même sur la grippe là, parce que ces temps-ci, on sait qu'il y a... C'est une grippe caractérisée par beaucoup de choses en même temps. Toi qui as vécu ça ou qui vis ça, c'est quel type de grippe? Donc, quand vous voyez une personne qui a la grippe déjà, il y a la fièvre, et il est fatigué, il y a des courbatures. Le problème majeur, c'est la toux et l'écoulement des narines, et puis le nez est bouché. Vous ne pouvez pas respirer, vous ne respirez pas la bouche, vous souffrez. Les gens ne savent pas que vous souffrez. Il y a des gens, quand vous dites que vous êtes grippé, ils se disent que, toi aussi. Et c'est ça, c'est une maladie. Oui, que le rhume, c'est pas une maladie. Pourtant, le rhume peut tuer. Et ça tue aussi. Donc c'est une maladie. Prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux parce que, à cette période-là, il faut vous protéger pour éviter ça. Parce que nous sommes là-dedans, on souffre depuis 2 semaines et on ne s'en sort pas toujours. Donc, il faut se protéger. Et protéger surtout les enfants. Nous qui sommes des grandes personnes, qui souffrent, et les enfants qui ne peuvent pas dire c'est là qui me fait mal, c'est là qui va pas, quoi. Donc vous voyez, donc il faut avoir vraiment
vraiment la réflexe de protéger l'enfant, surtout. Alors, quand on parle de grippe de rhume aussi, il faut souligner le fait que la maladie à coronavirus est toujours une réalité, le Covid-19. Oui. Donc, comme c'est à peu près aussi très souvent les mêmes symptômes, il faut faire attention si c'est prolongé, d'aller faire le test, avoir le réflexe d'aller faire le test, c'est important. Parce que, bon, quand vous toussez, vous avez surtout mal à la gorge et puis ça continue d'être difficile de respirer. Des difficultés du moins pour respirer et tout. Il faut par moment aller faire le test. C'est vrai qu'on dit que quand vous avez la grippe, surtout une grippe aiguë, ça peut avoir tous ces symptômes-là, mais on peut quand même aller faire le test de Covid-19 parce qu'on ne sait pas. Ça peut arriver. Ça peut passer par une simple grippe et puis voilà, vous attrapez la maladie à coronavirus. Oui, il faut dire, je sais que si beaucoup de personnes partent se faire consulter, ils vont rester là-bas parce qu'ils vont dire que c'est le coronavirus. Bon, Youssef, j'étais en train de dire indirectement que si tu as fait 2 semaines et puis tu es dans ça là-bas, consulter. Ok, pas de problème. Sinon, là, on risque de ne plus t'approcher. Hein. Ok, ça marche. Et si déjà nous, on respecte la distance, donc moi, je suis tranquille. Ça marche. On ne sert pas les mains, donc je suis tranquille. Mais après, tu pars faire le test. Ok, ça marche. Alors, maintenant, solution, c'est bien de parler aussi des solutions. Comment on fait pour se protéger, pour mieux se protéger et puis surtout éviter des maladies à cette période d'harmattan? Et pour se protéger, il faut se mettre à l'abri de ces différentes infections. Il faut éviter de prendre froid. Voilà, pour prendre froid, il faut se protéger avec des pulls verts et si c'est la nuit, il faut se couvrir, il faut bien se couvrir la nuit pour bien dormir. Le matin aussi, il faut se protéger avec des habits vraiment de froid. Voilà, et protéger aussi les voies respiratoires avec du beurre de karité, surtout en consommant burkinabé. Voilà, le beurre de karité, c'est un bon produit. Voilà, faut mettre ça dans les narines, même la nuit aussi, il faut frotter, pour mélanger le beurre de karité avec de la potasse pour bien frotter. Ça, c'est des petites techniques là. On n'a pas besoin, même si on n'a pas les moyens d'aller en pharmacie, on peut se protéger. Peu de potasse, c'est pas fort, surtout pour les bébés. On peut justement les badigeonner avec ça. C'est ça, il faut éliminer aussi les voies respiratoires avec du beurre de karité. Et après cela, il faut aussi aller consulter un médecin, comme vous l'avez dit tout de suite là, pour des consultations appropriées. On peut dire que c'est le rhume, mais au fur et à mesure que ça évolue, il faut consulter un médecin pour voir s'il n'y a pas autre infection qui se cache derrière cela. C'est important. Oui. Moi, je prends le cas d'une personne âgée que nous on appelle la papy dans le quartier, qui a fait pratiquement 1 mois où il a perdu la voix. Mais quand on lui a dit d'aller consulter, il a dit non. Quand Amoré, il a dit tiens fondré, donc il a passé le temps à prendre de la bouillie avec la poudre noire pour juste faire passer tout. Je pense que finalement ce sont ses enfants qui l'ont traîné en consultation et puis voilà, on lui a trouvé les médicaments adéquats. Donc c'est bien d'aller consulter. Et Youssef, c'est vrai que tu as pris le cas en fait. Tu as donné les conseils en général, mais moi je souhaiterais qu'on se focalise sur notamment les enfants, les bébés. Comme tu l'as dit, nos mères aujourd'hui, surtout celles commerçantes qui sortent à 5 h du matin pour aller dans les yards, elles sont obligées d'amener leurs enfants souvent s'il n'y a personne à la maison. Quelles sont les précautions à prendre pour protéger mieux ces enfants du froid et de l'harmattan? Concernant les enfants, nos mères commerçantes doivent vraiment avoir un regard sur la protection des enfants. Voilà, il faudrait quand même chercher des sapots et puis le beurre de karité ne doit pas manquer chez vous. Voilà, il faut savoir couvrir l'enfant. Il y a des chaussettes moins chères, voilà, où on peut aussi avoir, les enfants doivent poser des chapeaux, mettre le beurre de karité, bien les emballer et bien mettre des pulls verts aux enfants